Bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus ou restés dans la salle en fonction des flux. Je m'appelle Olivier Fontanille. Je m'occupe chez Wavestone des sujets de transformation des opérations industrielles. Alors chez nous, ça recouvre tous les projets de performance des opérations, de digitalisation des opérations, donc vous n'êtes pas dans la salle par hasard, et de mobilisation des équipes, de transformation, d'accompagnement au changement. Et je suis accompagné de Pierre Baranger, qui est senior consultant dans nos équipes sur ces sujets de transformation des opérations industrielles, plus particulièrement sur tous les thèmes de l'informatique industrielle, de la robotisation, des réseaux industriels. Donc voilà, sur cette partie technique. Donc on va vous faire aujourd'hui une première restitution de notre baromètre Industrie 4.0 2021. Donc c'est une enquête que Wavestone réalise tous les ans maintenant depuis 5 ans auprès de nos clients et de nos prospects et qui donne finalement une image de l'industrie 4.0, alors avec un biais qui est celui de la représentation de l'échantillon, mais néanmoins avec un échantillon qui couvre la plupart des raisons sociales au CAC 40, industrielles en tout cas, des ETI importantes et de nombreux métiers, de nombreuses industries représentées. Ici, vous pouvez le voir, 21 industries représentées avec 3 secteurs qui ressortent parmi les premiers, l'automobile, les transports, la chimie, la pétrochimie. 46% des répondants parmi les 85 ici qui sont des entreprises de plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires et un petit tiers dans des ETI qui sont avec des volumes inférieurs à 500 millions d'euros, mais qui sont aussi intéressantes parce qu'il peut s'y passer un certain nombre de choses innovantes en fait. Donc voilà le paysage d'ensemble. Cette année, on a complété notre enquête avec des entretiens qualitatifs qui nous permettent d'illustrer certains points de façon plus précise. Vous le verrez au fil de nos planches là, sur les résultats. Alors on va donc rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Première question, l'évolution de la dynamique Industrie 4.0 en 2021. Alors, la question elle est simple, hein, c'est parmi les industriels, est-ce que vous avez un programme Industrie 4.0 ? Est-ce que vous avez des projets Industrie 4.0 ? Et il faut que je me place devant l'écran parce qu'en fait je crois que si je ne peux pas me retourner pour lire, ça pose problème pour la caméra, désolé. Voilà, est-ce que vous avez des projets ? Oui, 88% des répondants maintenant nous disent qu'ils ont des projets Industrie 4.0. Ça a très peu varié par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait déjà seulement 2% d'industriels qui n'avaient pas encore lancé de projet Industrie 4.0, digitalisation des opérations. L'an dernier, on avait déjà une première indication de tendance à la saturation, peut-être au ralentissement. Bon, c'était déjà la crise sanitaire au moment où on a sorti l'enquête 2020 et il y avait un certain nombre d'industriels qui nous répondaient. On est quand même plutôt à désinfecter les lieux de travail et essayer de voir comment repartir plutôt qu'à travailler sur les projets de long terme. Donc ça se ressent. Ça se ressentait déjà l'an passé en termes de gouvernance et de choix de projets, de prise de décision sur des projets qui pouvaient être sélectionnés avec peut-être plus de ROI, on va dire, dans les priorités. Et ça se ressent cette année à nouveau, cette fois-ci sur les résultats obtenus, puisqu'on pose cette question aussi importante de savoir si les gens ont des résultats opérationnels à la clé de leur programme Industrie 4.0. Et cette année, on est un petit peu en recul par rapport aux années précédentes. On avait une progression forte, vous voyez, depuis 2017 sur les répondants qui disaient avoir des résultats opérationnels constatables. Ça commençait faible et puis on était arrivé à quasiment 2/3 de répondants qui étaient satisfaits des résultats obtenus. Et on retombe autour de 52%. Et je pense que ce n'est pas que l'échantillon ici qui nous... qui est reflété par ce chiffre, c'est aussi cette période particulière qu'on a traversée et qui se constate dans ces chiffres-là.
Alors, sur quoi on travaille? Ou plutôt, pourquoi on le fait? À quels enjeux industriels on répond? Dans l'ordre, ici, d'abord pour de la performance opérationnelle. Donc on parle à des usines, hein. Ici on cherche à faire de l'automatisation, donc il n'y a pas de surprise énorme. De la maîtrise des données, ça c'est un thème qui monte fortement, aussi bien dans l'enquête, dans les réponses, que dans les questions que nous posent nos clients en ce moment sur les projets de transformation des opérations industrielles. Maîtrise des données, c'est un sujet important. Ça foisonne dans tous les sens et il faut arriver à redonner du sens aussi bien aux données produits, aux nomenclatures, que, on en parlait tout à l'heure, pour un projet qu'on a en commun, aux données qui remontent des équipements et qu'on est amené à exploiter, auxquelles on est amené à donner du sens. Troisième point, l'innovation produit et la servicisation, pour utiliser un mot un peu barbare. 16% des répondants nous disent que ça devient un enjeu auxquels ils répondent au travers des projets de digitalisation. Et enfin, l'enjeu d'ergonomie, de réduction de la pénibilité par la robotisation, par exemple, ou la transformation des opérations avec 13% des répondants. Cinquième enjeu en croissance qui émerge, les sujets avec un impact écologique. Et ça, c'est notre baromètre, finalement, il nous donne des chiffres et il nous rassure sur des choses qu'on entend de manière qualitative dans les relations avec nos clients. Le sujet de l'impact écologique devient rapidement un sujet stratégique pour les entreprises. Et on le voit émerger aussi dans les réponses ici à l'enquête cette année sur l'industrie 4.0. On le verra tout à l'heure. C'est d'ailleurs un thème émergent, mais qui est un de ceux pour lesquels on a des résultats rapides, constatables, peut-être plus vite que sur le reste. Voilà les enjeux. Et Pierre va rentrer un petit peu dans le détail maintenant des leviers technologiques et des résultats qui sont obtenus. Je peux prendre ça en code sur le monde. Merci Olivier. Donc oui, comme l'a dit Olivier, je vais vous parler des technologies, parce que cette année, on a essayé d'évaluer le niveau de maturité de chacun des industriels répondants sur les différentes technologies qui aujourd'hui composent l'industrie 4.0. Donc, comparé à l'année dernière, on a aussi rajouté une catégorie de technologies qui sont les solutions logicielles d'exploitation. Pourquoi? C'est parce que ces technologies, plus que jamais, elles se réinventent et aujourd'hui, elles permettent non seulement de mettre en place plein de nouvelles fonctionnalités et autres, et du coup, beaucoup de projets émergent chez les industriels et pour porter ce genre de solutions. Donc déjà, premier constat, c'est qu'il y a des technologies qui sont plus ou moins beaucoup plus matures que d'autres, et on les a regroupées du coup en 4 catégories. Des technologies qui sont en mature, en perpétuelle évolution, donc du coup on retrouve justement ces logiciels de gestion d'exploitation, avec 50% des industriels répondants qui nous disent les maîtriser opérationnellement, et tout de même 36% qui nous disent que les projets sont en cours. Donc ça s'explique bien justement par ce renouvellement de ces outils qui montre que les industriels veulent les remettre à jour. Et ce qu'on voit aussi, et comme partagé avec certains de nos clients pendant les entretiens qualitatifs, c'est qu'aujourd'hui, les logiciels d'exploitation représentent vraiment un socle transversal, une colonne vertébrale sur lequel on va venir placer les autres technologies qui correspondent induites dans la roadmap digitale. Donc ce qui les met en totale première position. Ensuite, on retrouve les outils de travail en mobilité. Donc les outils de travail en mobilité, on peut voir que dans de plus en plus d'industries, que ce soit les tablettes ou les smartphones, on voit qu'ils sont de plus en plus démultipliés chez les industriels. Et donc, néanmoins, ils sont encore peu maîtrisés. On voit que seulement 33% de maîtrise pour 43% de répondants, disons qu'il y a encore qui c'est partiellement maîtrisé, qu'il y a encore du travail à faire, et ça s'explique notamment par pas mal de freins, puisque la mobilité, oui, c'est bien, mais ça doit reposer sur un socle technique assez fort. Déjà, ça nécessite d'avoir du réseau dans l'usine, ça nécessite de se contraindre à certaines de contraintes dans certains ateliers, type ATEX ou autres. Et en plus, les contraintes induites par la cybersécurité viennent freiner tout ça. Et du coup, on n'en retrouve pas le plein potentiel de ces outils, etc. Ensuite, une technologie largement explorée, mais encore peu maîtrisée, c'est la connectivité et l'IoT.
Donc là, on retrouve 14% de maîtrise pour 41% de partiellement maîtrisé. Donc ça s'explique un peu comme basé sur les résultats de l'année dernière, où on se disait que justement, ce qui est difficile dans l'IoT, notamment, c'est le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on fait beaucoup de POC dans les différentes industries, beaucoup de choses qui semblent marcher, mais dès qu'il faut les passer à l'échelle et les industrialiser, c'est là que ça bloque et qu'on retrouve pas mal de retard. Donc ça, c'est toujours une tendance qui se poursuit cette année, et on peut voir justement que les industriels, cette fois-ci, essayent de revoir justement les socles techniques sur lesquels ils ont passé ces technologies, donc les plateformes IoT, etc. Ils les revoient pour justement les remettre au plus juste besoin et les adapter au cas d'usage et au cas d'usage précis du métier pour avoir vraiment une plus forte valeur ajoutée sur le déploiement de ces technologies-là. Ensuite, on a les technologies Prometheus pour l'avenir. Donc là, on a placé l'automatisation, la continuité de la chaîne numérique et l'algorithmie dans le même paquet, parce que finalement, il reste encore très peu maîtrisé, mais avec relativement quand même pas mal de projets dessus. Donc ces trois technologies, un point commun, c'est vraiment la donnée, puisque dans l'automatisation, dans la robotisation, ça, on connaît depuis maintenant longtemps, depuis la troisième révolution industrielle et encore maintenant. Ça va permettre d'acquérir non seulement, enfin, outre le fait que ça permet d'automatiser les lignes, de supprimer les tâches à faible valeur ajoutée, ça permet aussi de capter tout un tas de données sur les machines qu'on ne pouvait pas avoir avant, et ce, automatiquement. Et donc ensuite, avec l'algorithmie, donc dans l'algorithmie, on met non seulement les projets de big data, de plateforme, de réflexion de machine learning. Donc toutes ces données vont venir numériques et des robots vont venir alimenter ces algorithmes pour justement pour commencer à aller sur des nouveaux projets type la maintenance prédictive, etc. Et enfin, la continuité de la chaîne numérique. Continuité une chaîne numérique qui est censée aujourd'hui donner accessible les données à n'importe qui. On parle par exemple aussi de digital twin, d'avoir une représentation de nos lignes de production, etc. Tout ça se nourrit de la donnée et aujourd'hui, encore beaucoup d'industriels travaillent sur l'ensemble de ces technologies pour réaliser le digital twin, etc. Et enfin, une technologie un peu à part qui est la fabrication additive. Donc ça, c'est une technologie assez bien maîtrisée par les industriels qui l'emploient, avec 16%, et finalement peu de projets. Donc c'est un peu plus une technologie qu'on a qualifiée d'expert, puisque finalement, elle est maîtrisée par que les industriels qui l'emploient, et les autres en voient encore peu l'intérêt, peu de projets sont déclenchés, mais ce n'est pas la technologie prioritaire. Donc, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a fait les constats de ces technologies, ce qu'on peut voir, nous, ce qui est beaucoup sorti les entretiens qualitatifs qu'on a pu faire, que ce soit dans le milieu du transport ou de la métallurgie, c'est que ces technologies qui sont portées par les roadmaps IT sont les mieux maîtrisées que lorsqu'elles sont vraiment en corrélation directe avec les schémas directeurs IT. C'est-à-dire que les grands projets de transformation, de modification des flux à l'intérieur des industries, lorsqu'on corrèle les changements IT avec ces mélanges-là, c'est ce qui permet tout simplement de les faire fonctionner, puisqu'il y a plus d'émulsions, plus de cas d'usage, etc. Et qu'on voit directement l'apport de l'IT pour le métier. Hop. Donc maintenant qu'on a parlé de technologie, on va un peu parler des résultats et gains observés des différents programmes Industrie 4.0 qu'on a pu voir chez les industriels, avec d'abord quelques constats. Comme l'année dernière, les métiers qui sont le plus impactés par l'industrie 4.0 restent la qualité, la traçabilité, la supply chain ou encore la maintenance, avec quand même aujourd'hui, on voit que la maintenance commence de plus en plus à évoluer. Et les principaux constats sont les suivants. Tout d'abord, les programmes justement adressant la qualité, traçabilité, supply chain, aujourd'hui ont environ pour les 2/3, donc plus de 66%, des résultats constatés. Ça s'explique notamment aussi parce que justement c'est un sujet qui aujourd'hui est mature et bien connu, sur lequel les industriels se sont lancés depuis aujourd'hui assez longtemps, et qui commencent vraiment à avoir des bons résultats. Deuxième point, que c'est plutôt les programmes qui sont adressés pour la maintenance, donc supervision prédictive, et aussi les processus de fabrication, qui ont un peu plus de mal à avoir des résultats, avec seulement 50% des projets ayant des résultats avérés. Donc ça s'explique aussi parce que justement c'est un sujet qui est plus complexe par les technologies et par les sujets qu'il aborde. Troisième constat, c'est justement
c'est le fait que la planification et la gestion des ressources, aujourd'hui, il y a peu de résultats, enfin 38% par rapport aux autres, qui reste assez faible. Et donc ça s'explique notamment aussi par la complexité et autres sujets. Dernier point, 70% des programmes associés à des enjeux sociaux forts comme l'impact écologique ou l'ergonomie, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque les projets ont un enjeu majeur pour les personnes, quand il y a plus, quand ils sont en phase avec ces projets, qu'il y a plus excusez-moi, je trouve plus mon mot, quand il y a plus d'impact pour eux, forcément ça se passe mieux et ils voient plus toute la valeur ajoutée de ces projets. Et ça se ressent, puisque aujourd'hui, d'après les chiffres, hein, on constate que pour les impacts écologiques, etc., il y a 50% 66% de résultats en moyenne, et aussi pour tout ce qui est maîtrise des données, etc., on peut revoir 54%. Donc voilà sur les premiers constats. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est les deux chiffres qu'on vous met sur la droite. Donc 70% des répondants constatent que leur programme amène à faire à évoluer les façons de mesurer et de reconnaître la performance. Donc ça montre que, en plus des programmes d'industrie 4.0, il y a d'autres démarches qui se lancent, et notamment pour faire évoluer les mesures et les performances. Donc c'est pas des programmes qu'on mène seuls, c'est toujours des programmes. Enfin, les programmes techniques sont aussi amenés sur des grands changements, que ce soit organisationnels, compétences ou autres. Et enfin, que 30% des répondants constatent que leurs programmes induisent l'accroissement de l'autonomie des équipes opérationnelles et la rationalisation des opérations sans valeur ajoutée. Donc ça vient un peu confirmer les résultats des années précédentes, que aussi tous ces programmes doivent être accompagnés de gestion, d'organisation et de compétences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais repasser la parole à Olivier, qui va nous parler un peu des modes de financement pour induire ces programmes de transformation. Merci Pierre. Donc effectivement, on a rajouté cette année 2 thèmes qui n'étaient pas présents dans les enquêtes précédentes. Et le premier, le 2 thèmes, c'est le financement de l'innovation et le management des compétences. Donc on va vous restituer là, les résultats, les constats et parfois les surprises qu'on peut avoir sur ces deux sujets. Alors, sur le financement de l'innovation, les questions qu'on a posées sont hors CIR. Donc on parle bien des financements de projets. Et nos interlocuteurs nous répondent à 66% qui se débrouillent sans financement public. Alors, bien ou mal, c'est pas la question, hein, mais 66% ne vont pas chercher les financements à disposition. 33% ne savent pas qu'il y a des financements à disposition. C'est-à-dire qu'un tiers des industriels qui sont sur des projets innovants Industrie 4.0 nous disent on n'est pas au courant qu'on peut aller chercher des financements régionaux, nationaux ou européens pour nos sujets d'innovation sur les nouveaux process. Et pourtant, on pourrait citer par exemple les 1,4 milliard qui sont fléchés vers les territoires d'industrie qui peuvent être utilisés à ces fins. On peut citer les efforts de BPI France ou de la Banque des Territoires, ou on peut citer les projets H2020 dont les thématiques ont été reconduites quasiment intégralement et pour lesquels finalement, lorsqu'on va chercher des sujets caméra, vision, robotisation, on peut trouver des montages intéressants. Voilà, alors ça c'est un des constats sur le financement de l'innovation qui est plutôt un constat de défaut d'information, je dirais, ou de défaut d'utilisation de ce qui existe. Et deuxième point, gestion des compétences. C'était un petit peu en écho à un point que soulevait Pierre tout à l'heure. Là, je remets la planche, là, 30% des répondants constatent que les programmes induisent un accroissement de l'autonomie des équipes, rationalisation des opérations, etc. Effectivement, on a l'habitude de dire à nos clients qu'un projet de digitalisation, ça n'a pas de ROI en soi si on est en particulier, comme on le citait tout à l'heure, c'est la grosse masse des projets, un projet MES, un projet WMS, etc. Ça n'a pas de ROI en soi si on n'a pas un plan de performance associé. Et un plan de performance, ça peut être plus de qualité, ça peut être plus de TRS, ça peut être
Ça peut surtout être de l'ajustement des tâches et de la réorganisation, en fait. Donc des compétences et donc des sujets d'orga. Et ça, finalement, les répondants nous le confirment en 2 chiffres. Hein. Ils nous disent tout d'abord que il en reste encore sur la masse là, des 90 presque % d'industriels qui ont des projets Industrie 4.0. On en a 40 qui nous disent qu'ils sont un peu à la peine sur la progression des compétences. C'est la moitié, ça, quasiment. 76% des industriels qui ont mené des projets aboutis estiment avoir réussi la montée en compétences de leurs équipes. Si je le dis de manière, ou si je le réexprime, en gros, ceux qui ont des résultats nous disent à 80% qu'ils ont aussi traité de manière satisfaisante la question des compétences de leurs équipes. Donc il n'y a pas simplement ici un hasard, il y a une vraie corrélation, probablement, entre cette question des compétences, cette question de l'obtention des résultats sur les programmes Industrie 4.0. Et on le confirme, on le qualifie, on rentre un peu plus dans le détail dans les entretiens qualitatifs qu'on a fait avec nos interlocuteurs, en complément de l'image statistique qu'on vous a fournie ici. Le postulat étant finalement de la digitalisation, ça pourrait être le moment rêvé pour tous ceux qui ont fait du lean manufacturing, enfin de pouvoir réfléchir aux questions d'organisation et à la réduction des indirects, des effectifs sans aller tailler dans ceux qui sont détenteurs d'une part du métier et de l'expérience professionnelle. Donc les leviers qui ressortent de nos entretiens qualitatifs sont ceux-ci finalement. C'est premièrement arriver à diffuser une culture numérique dans l'entreprise. On pourrait trouver des exemples d'industriels, alors industriels dans le transport ferroviaire, qui se trouvent aussi avoir des usines de maintenance et qui ont associé à tout leur périmètre opérationnel des compétences de développement, de low-code, qui sont capables de développer des petites applications aux côtés du responsable opérationnel et de générer finalement un foisonnement de petits cas d'usage digitaux locaux au service de la meilleure compréhension des données, des pannes, des incidents. Ça fait écho à ce deuxième volet ici, place aux initiatives, qui finalement est un levier important ici pour matérialiser cette culture numérique. Encourager la prise d'initiative, encourager les projets locaux. Dans la restitution complète du baromètre qu'on diffusera à la fin du mois de novembre, vous verrez qu'on a des chiffres qui nous montrent aussi qu'en fonction de la taille de l'entreprise, cette question-là de la place aux initiatives, du fait que les programmes ne soient pas simplement des programmes qui descendent des progiciels, mais qui permettent aussi aux opérationnels de générer des idées, de générer des projets. Ça compte aussi, la taille de l'entreprise et sa structuration sur ces sujets-là. Troisième volet, le déploiement de l'autonomie. Je disais tout à l'heure, c'est l'occasion de transformer et de distribuer différemment les tâches, éventuellement de supprimer des tâches sans valeur ajoutée, des tâches de gestion, de les faire éventuellement descendre dans les équipes, puisque l'ordonnancement descend par le MES, par exemple. Voilà, ça permet peut-être d'avoir moins de planificateurs à un moment donné. Et ça ne marche que si on sait faire passer cette compétence de planification au quotidien dans l'équipe de production, par exemple. C'est ce que je veux dire par développement de l'autonomie. Et ça, effectivement, nos interlocuteurs nous disent que c'est un levier qui marche. Quatrième levier, le pilotage, la visualisation de la performance. Donc, on parle de TRS, mais ça peut être des choses qui sont plus diverses. Et aujourd'hui, les outils permettent de collecter et d'assembler des tableaux de bord instantanés qui vont donner une image plus complète peut-être de l'activité, de la performance et mettre à disposition des informations utiles pour l'opérateur. Je fais le lien avec le sujet précédent, finalement, avoir l'information, c'est aussi important pour être autonome dans son travail.
Et dernier levier, celui d'une gestion des compétences qui intègre le digital. Alors, ça peut paraître une évidence, mais finalement, on va trouver que ceux qui savent gérer à la fois cette progression en compétences, les formations sur les outils et leurs programmes de digitalisation très opérationnels, bon, ce sont aussi ceux qui réussissent. Et on n'avait pas plus tard que ce matin une question d'un client d'ailleurs qui nous disait, voilà, bon, un client très connu qui est dans le luxe et qui nous dit, bah, moi j'ai des métiers très traditionnels, je vais avoir beaucoup de départs à la retraite et je vais aussi avoir une digitalisation, donc je vais devoir tenir les deux bouts de la chaîne, la transmission d'un côté et l'apprentissage de nouvelles technologies de l'autre. Aidez-moi à comprendre comment faire tout ça. Ça nécessite d'avoir un regard finalement qui n'est pas simplement sur le sujet compétence, c'est pas simplement un sujet RH, mais c'est aussi un sujet finalement d'organisation industrielle qui va permettre de traiter cette question. Voilà, donc c'est une vue un peu globale là, sur le sujet compétences qu'on vous propose finalement au travers de la restitution de ces points à la fois quantitatifs et qualitatifs qui sont sortis de nos entretiens. Je vous le disais, notre baromètre, on va publier et présenter à la semaine de l'industrie à la fin du mois de novembre le résultat complet. Donc aujourd'hui, on a juste un preview pour le SIDO à Paris qui vous restituait finalement les principaux points clés, les surprises qu'on a pu avoir dans la lecture des résultats. Il y a d'autres éléments qui vous seront proposés donc dans la version complète à la fin du mois. En tout cas, on a passé ici nos principaux messages et on peut ouvrir les micros pour les questions si vous en avez, avec plaisir, puisqu'il nous reste, je crois, un peu de temps. Pas de questions ? Eh bien, si on n'a pas de questions, on va rendre la salle au suivant, puisque je crois que c'est à 14h20, donc on est à quelques minutes près dans les temps. Merci à tous.